Bien, bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc, dernière étape pour cette année en votre compagnie. Alors, on va essayer d'avancer et vous verrez qu'à la fin, on ne prendra pas exactement un point d'actualité. On terminera de manière un peu différente, mais vous verrez. Bon, vous avez à nouveau ce tableau qui vous trace les grandes étapes, la chronologie de la construction de l'Union européenne. Et la dernière fois, on s'est arrêté à une étape essentielle, l'acte unique européen. Et puis, on va voir tout ce qui se passe jusqu'au traité de Lisbonne. Alors, on a parlé de l'acte unique européen. On avait juste commencé à l'évoquer. Je vous avais dit, le point peut-être le plus important, c'est de reprendre des choses qui avaient déjà un petit peu existé auparavant, et notamment la question des 4 libertés, circulation des marchandises, y compris sur leurs aspects techniques et quantitatifs, la libre circulation des personnes, la libre circulation des services et la libre circulation des capitaux. Voilà, à partir de l'acte unique, on est véritablement dans un marché intérieur et qui est donc, à compter de cette date-là, rebaptisé en marché unique, signé par les États membres de l'époque. On n'était pas 27 à l'époque. J'avais terminé par cette diapo où je vous avais dit il y a des choses qui commencent à apparaître dans ce traité de l'acte unique, peut-être plus grande cohésion à l'intérieur de l'Europe, mais les 2 points sur lesquels j'avais insisté pour terminer, c'était pour dire que ça portait déjà les prémices de quelque chose qui va être important pour le traité suivant, qui est celui de Maastricht, c'est-à-dire le traité qui va aborder la question de l'union monétaire. C'est pas la seule question, mais c'en est une importante. Et puis aussi des fonds européens qui prennent davantage en compte les disparités de richesse à l'intérieur de l'Europe et notamment pour les régions en retard de développement d'avoir des crédits accrus. Alors on continue avec cet acte unique et sans perdre de temps, en voyant aussi qu'il y a quelques réformes institutionnelles, vous les voyez au tableau, avec un développement, c'est pas complet bien sûr, mais un développement de décisions prises à la majorité qualifiée. Vous comprenez, majorité qualifiée, c'est quand même plus efficace que toujours d'avoir l'unanimité. L'unanimité, quand on est très nombreux, vous suivez l'actualité, vous savez que demain, il y a quelqu'un, Viktor Orban, qui risque de ne pas participer à cette unanimité-là. Du moins, c'est ce qu'on craint. Des compétences du Parlement qui sont un petit peu accrues. Voilà. Et puis, puisqu'il se réunit demain, c'est la bonne occasion de le souligner, l'acte unique consacre l'existence du Conseil européen. Alors, confondez pas, Conseil européen, c'est les chefs d'État et de gouvernement, ceux qui se réunissent demain et après-demain, avec Conseil de l'Union européenne, qui est la représentation de chaque État à travers les ministres des Affaires étrangères ou les ministres techniques, selon les sujets. Les ministres de la Recherche, les ministres de l'Agriculture, par exemple. Voilà. Alors, pardon, la diapo est un petit peu mangée, mais vous arrivez quand même à le lire. 3 dates dans les années 90 et début des années 2000, 92, 97, 2001. 3 traités qui ont joué un rôle important, même essentiel, pour cette construction de l'Europe. Maastricht, qui est le plus connu. 2, un peu moins, Amsterdam et Nice. Alors le premier, il a fait couler beaucoup d'encre dans la presse, peut-être vous vous souvenez, tous les débats qu'il y avait eu, tout le monde n'était pas forcément d'accord. Ça a été une étape décisive. Pourquoi c'est décisif? Eh bien parce que l'Europe qui jusque-là était une Europe à finalité essentiellement économique, communauté économique européenne, les premières années, accède à une autre dimension, c'est une vocation véritablement politique, et qui va jouer un rôle notamment dans le concert des grandes nations. Et autre point qui est à souligner, c'est le changement de nom. Donc on quitte, c'est logique, Communauté économique européenne pour devenir l'Union européenne. Exit le mot économique. Alors là, le traité, il est signé par davantage de membres, puisqu'en 92, l'Europe avait continué à s'élargir, vous vous en souvenez. Et donc, il y a 12 États membres qui vont signer ce traité, avec un petit bémol, c'est que les Danois s'y sont repris à 2 fois,
par voie référendaire, comme beaucoup d'autres pays. Et la première fois, il n'y avait pas les 50%, donc ils ont revoté. Et au deuxième vote, du coup, il y a eu une majorité très large. Je crois que les Danois avaient voté à 67% ou un score tout à fait honorable. Alors, qu'est-ce qui apparaît de plus essentiel dans ce traité de Maastricht? Puisqu'on parle d'une dimension politique, commençons par les citoyens. C'est par ça qu'il faut commencer, et non pas par les affaires économiques. Alors, depuis le traité de Maastricht, on a, elle n'est pas encore parfaite, mais une Europe, on peut dire, des citoyens. Alors pourquoi cela? On peut le voir à travers quelques exemples assez emblématiques. L'accès à la citoyenneté européenne dès lors qu'on a déjà une citoyenneté nationale. Alors l'exemple, c'est sur votre passeport. Votre passeport, il n'est pas français, il est européen. Vous voyez. Le droit de résider dans un pays de l'Union. Si vous souhaitiez aller passer quelques années au soleil à Lisbonne, comme le font beaucoup de Français, c'est pas une grâce que vous allez demander aux autorités portugaises, c'est un droit. C'est un droit. Le droit de vote dans l'État où l'on réside. Alors attention, pas pour toutes les élections. Ça vaut pour les élections municipales et les élections européennes. Vous avez deux départements qui sont particulièrement notables en la matière. C'est le département de la Dordogne et le département du Lot. Il y a pas mal de sujets, notamment britanniques, puisqu'à l'époque, ils faisaient partie de l'Union européenne, ou aussi d'autres pays, Pays-Bas, Allemagne, qui ont été élus dans les listes aux conseils municipaux. Y compris, une fois que le Conseil a voté, parfois, je crois qu'il y a eu quelques exemples de Madame le maire qui n'était pas d'origine française. Bon, signe plutôt sympathique, je trouve. Et puis, alors ça, peut-être vous ne le savez pas, ou peut-être si, est-ce que vous saviez que vous aviez un droit de recours devant la médiatrice, puisque c'est une femme européenne? Je ne suis pas persuadé. Donc si l'Europe, vous estimez qu'elle vous fait une entourloupe dans tel ou tel domaine, vous avez tout à fait le droit de la saisir. Ce n'est pas ouvert simplement aux parlementaires, c'est ouvert à tout citoyen. C'est une Irlandaise, cette dame. Alors, il n'y a pas que la dimension de la citoyenneté, on voit aussi dans le traité quelque chose qui est intéressant dans le domaine notamment de l'Union économique et monétaire, l'UEM. Alors, on a déjà dit libre circulation des capitaux, ça c'était déjà l'acte unique. Le renforcement des politiques avec quelques voix que vous entendez dans vos émissions favorites, les journaux télévisés, les journaux, les fameux critères de Maastricht. Vous savez, les 3% maximum de déficit public. On y est un peu dessus pour nous. Voilà. Pas plus de quel pourcentage concernant l'excédent des dettes par rapport au PIB. Ouais. Et on est en France à largement au-dessus de 100%. Voilà, bon, donc des critères qui, depuis la période Covid, et on peut le comprendre, n'ont pas toujours été respectés. Et puis introduit une monnaie unique, ça figurait donc dans le rapport de Jacques Delors, et qui va se mettre en place au 1er janvier 1999. Amsterdam et Nice, il n'y a pas de choses majeures à dire, on peut les passer assez rapidement. Il y a, peut-être on peut le souligner, la protection de ce qu'on appelle la charte des droits fondamentaux, qui reprend au fond tout ce qui concerne les droits de l'homme et qui est éventuellement présentable devant la Cour européenne des droits de l'homme. Ah, si, quand même l'article 7, c'est assez intéressant parce que c'est un sujet d'actualité. L'article 7 de ce traité prévoit la possibilité pour la Commission de diligenter une enquête et de faire prendre une décision par le Conseil pour un État membre qui ne respecterait pas les droits fondamentaux. Et au besoin, en l'assortissant d'une sanction.
Tant que vous n'aurez pas mis un peu d'ordre chez vous, vous attendrez pour recevoir les fonds européens. C'est ce qui se passe avec quel pays aujourd'hui? La Hongrie. Hein. Alors, un autre point, c'est le renforcement de la politique étrangère de sécurité commune, ce que maintenant dans le jargon on appelle la PESC, vous verrez ça parfois dans les publications, et avec un haut représentant qui est M. Borrell. M. Borrell est un Espagnol. Le traité d'Amsterdam renforce également à nouveau le rôle du Parlement, et dans ce que l'on peut dire qui est intéressant, c'est qu'il y a une possibilité ouverte par ce traité, qui sera repris ensuite dans le traité de l'Union européenne, de faire des coopérations renforcées à quelques-uns. Alors quelques-uns, c'est pas 2 ou 3, hein. C'est 8 États au minimum. Et à l'époque, nous n'étions pas encore à l'Europe à 27. Hein. D'accord. Alors pourquoi ça? Parce qu'il peut très bien y avoir, sur certains sujets, des États qui ne sont pas motivés ou des États qui traînent des pieds. Eh bien, rien n'interdit à quelques États de dire « Bon, c'est votre droit, d'accord, mais nous, sur ce sujet-là, on a envie d'aller de l'avant et on le fait. » Et ce n'est pas interdit. Voilà. Alors le traité de Nice, il se situe à une période aussi qui va préparer le grand élargissement du début des années 2000, puisque là, on a qui frappe à la porte beaucoup d'États de l'Europe de l'Est. Ah, une étape qui est un peu sur laquelle il faut s'arrêter un petit moment, bien regrettable, mais bon, voilà, c'est la réalité, c'est le rejet de la Constitution européenne. Dans l'intervalle entre le traité de Nice 2001 et le traité de Lisbonne de 2009, il y a eu une tentative souhaitée par les chefs d'État et de gouvernement qui a consisté à dire oui, mais pour qu'il y ait davantage que ce soit vraiment une union des citoyens, une union partagée par tous, il faut se doter d'une constitution. Alors ça ne veut pas dire que l'Europe se transformait en État fédéral, mais ça allait quand même un tout petit peu en termes de symbole dans ce sens-là. Alors il y a une commission qui a été composée de 3 responsables politiques français, le président Giscard d'Estaing, le Premier ministre de Haine de Belgique et l'ancien ministre des Affaires étrangères italien, M. D'Amato. C'était une idée au départ qui ne venait pas d'eux. Au départ, c'est un ministre des Affaires étrangères qui a beaucoup marqué dans la période des années 90, qui était de sensibilité et d'appartenance politique chez les Verts en Allemagne. C'est Joschka Fischer, qui était un Européen archi convaincu et qui avait proposé cette initiative. Alors le texte n'était pas à la manière de nos constitutions telles qu'on les connaissait. En fait, c'était un regroupement, j'ose pas dire un empilement, mais un regroupement de tous les traités qui avaient précédé, et puis en y rajoutant une petite louche de symboles sur le drapeau, sur l'hymne, sur tout ça, bon, qui n'étaient pas forcément les points les plus fondamentaux. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, même si la France avait été très motrice et avait proposé à l'ancien président Giscard d'Estaing de présider cette commission pour préparer cette constitution, après les votes de 16 pays qui avaient dit oui, bien sûr, à des très fortes majorités, et il y en a 2 qui ont refusé, et dont le nôtre, qui, par référendum, ont refusé cette constitution européenne. Il y en a eu un qui a suivi, c'est les Pays-Bas, et 7 à la suite qui ne se sont pas prononcés, il n'y avait pas besoin d'organiser un scrutin, puisque dès lors qu'il y avait 2 pays qui avaient refusé, ça ne pouvait pas aller plus loin. Alors, est-ce qu'on est dans l'arrêt de l'Europe, la crise absolue? Non, non. Pourquoi? Quand on ne peut pas rentrer par la porte, on rentre par la fenêtre. Et ce qui s'est passé, c'est que l'essentiel des dispositions de la Constitution, ou du projet de Constitution, ont été repris dans le traité de Lisbonne en 2009. Il reprend les textes antérieurs, et y compris les principaux apports du projet constitutionnel. Alors ça a fait tousser un petit peu,
Et on peut le comprendre en disant oui, mais attendez, c'est pas complètement démocratique. On a dit non, enfin on a dit non, dans 2 pays sur 27, hein, c'est tout. Hein. Donc vous nous refilez le texte, presque le même, pas tout à fait, mais pas loin, et sans que là-dessus, pour le traité de Lisbonne, on demande à tous les citoyens de l'Europe de se prononcer. C'est vrai, c'est vrai. Mais d'un autre côté, on est dans le réalisme politique, là, dès lors qu'il y avait besoin d'avancer sur pas mal de domaines. Alors aujourd'hui, on en est là. On en est là, c'est-à-dire qu'avec le traité de Lisbonne, on a 2 traités maintenant qui sont, il n'y a plus besoin, vous pouvez oublier tous ceux qu'on a évoqués jusque-là dans la période de construction, nos 2 traités qui fondent en droit notre Union européenne, c'est le TUE, le traité de l'Union européenne, qui est assez ramassé et qui va à l'essentiel, hein, en 55 articles, et si vous avez quelques insomnies ce soir, vous pouvez lire le traité de fonctionnement de l'Union européenne. Il est un peu plus long, hein, 358 articles. Je ne suis pas sûr que dans la nuit vous arriverez au bout, mais rien n'est interdit, bien sûr. Alors les traités, si quand même, maintenant ils sont en place, c'est les nôtres aujourd'hui, hein, c'est les nôtres aujourd'hui. Ils rénovent le cadre institutionnel avec la place de chacun, le Conseil européen, le Parlement, et il reprend ce qu'on avait évoqué précédemment, la charte des 3 fondamentaux. Et ce qui est intéressant, il introduit, pas dire des sujets à la mode, mais des sujets qui jusque-là n'avaient pas été considérés comme complètement majeurs. Alors le plus emblématique, bien sûr, c'est le changement climatique, qui va devenir un sujet de travail pour les institutions européennes. Alors elle n'est pas terrible comme qualité, mais là, vous retrouvez, voilà. Et on va les regarder un peu plus en détail dans les textes d'aujourd'hui. Le Conseil européen, dont j'ai déjà dit qu'il se réunit demain et après-demain, ce sont les chefs d'État et de gouvernement. Le Conseil des ministres, ou plus exactement le Conseil de l'Union européenne, la Commission européenne, le Parlement européen, la Cour de justice. Bon. Alors on va regarder d'un peu plus près. Le Conseil européen, même s'il était apparu auparavant, donc il est confirmé par les différents traités, dont le dernier en date, traité de Lisbonne, et il réunit les 27 chefs d'État et de gouvernement. C'est un conseil qui se réunit au moins 3 fois par an, normalement, et il est là pour donner des orientations générales pour l'ensemble de l'Union européenne. C'est finalement son rôle de fixer des caps, y compris pour l'institution qui travaille au quotidien, qui est la Commission. La difficulté, c'est qu'au nombre de chefs d'État et de gouvernement qui sont là présents, c'est pas toujours simple de parfaitement se comprendre et d'arriver à des décisions communes. Vous pouvez encore que ces derniers temps, on a pu se réjouir que de voir que depuis le Brexit, puis la période Covid, puis le soutien à l'Ukraine, on a eu les 27 voix qui étaient là. Est-ce que ça va durer? On peut l'espérer, c'est pas garanti. Il y a aussi à prendre en compte le fait que certains chefs d'État et de gouvernement ont comme repère pas seulement ce qui serait nécessaire, voire bon pour l'Union européenne, mais regardent aussi leur propre opinion publique. Bien sûr. Hein. Dans des démocraties, on peut y être attentif et on le comprend bien, par rapport à des échéances électorales qui vont suivre. Alors je ne veux pas dire qu'ils votent uniquement dans le sens de ce que disent les sondages, ce serait faire un mauvais procès, mais disons que ça peut exercer une certaine influence. Puisqu'on reprend à plusieurs reprises le cas de Viktor Orban, le Premier ministre hongrois, il a été réélu aux dernières élections avec plus de 60% des voix. Il se sent porté par une opinion publique qui l'encourage ou l'encouragerait à exercer une attitude très ferme vis-à-vis de l'Union sur un certain nombre de sujets. Le Conseil européen, il a un président plutôt, qui est M. Charles Michel, et qui est élu tous les 2 ans et demi. Tous les 2 ans et demi.
Là, il en est à son deuxième mandat, donc il n'est pas rééligible. Vous connaissez sa tête, le voilà, Charles Michel. Vous le voyez quelquefois des reportages. Donc, il se réunit souvent. Là, j'ai mis 2 fois par semestre. Je crois qu'il y a peut-être une fois l'été où c'est pas le cas. Mais en tous les cas, 3 fois par an, oui. Et donc, c'est lui qui fixe le cap. Alors, le Conseil de l'Union européenne. Alors, attention, parce que les terminologies sont proches. C'est pas le Conseil européen. Le Conseil de l'Union européenne, il réunit les ministres, je l'ai indiqué, en fonction du champ de compétences. Ou s'il s'agit de questions d'ordre général, ce sont généralement les ministres des Affaires étrangères qui se rendent à Bruxelles. Alors voilà quelques champs de responsabilité qui sont celles du Conseil de l'Union européenne. Eh bien, on a un système un peu curieux, mais qui est différent d'un système propre à un État. C'est que le Conseil, donc ce qui pour nous serait un exécutif, partage avec le Parlement l'adoption de la législation. Alors la législation, elle est proposée par la Commission. Ça aussi, c'est propre à l'Union européenne. Vous ne trouvez pas ça dans un État comme les nôtres en Europe occidentale. Et il est là pour, avec le Parlement, se mettre d'accord dans ce qu'on appelle les procédures de législation ordinaire, c'est-à-dire des procédures qui se mettent d'accord sur le glyphosate, est-ce qu'on est d'accord ou pas, pour le prolonger de 2 ans ou pas, enfin voilà, des choses qui rentrent tout à fait dans la vie commune, si je puis dire. Bon. Il va rechercher, c'est son rôle également, la coordination des politiques économiques des États membres pour avoir quelque chose qui soit le plus homogène possible. Le pouvoir budgétaire, c'est comme pour la législation, il le partage avec le Parlement. Ça vous paraît là encore peut-être un peu étonnant, mais c'est les institutions telles qu'elles fonctionnent chez nous. Et puis il peut mettre en œuvre la politique de sécurité selon les orientations, attention, du Conseil européen. Là-dessus, il a des directives du Conseil européen dans ces domaines sensibles. Alors, on a évoqué ces procédures qui sont, disons, ce qu'on appelle les procédures simplifiées. Donc, ça représente pratiquement 80%, voire un peu plus aujourd'hui, des décisions prises par l'Europe. Donc, ça touche aussi bien au marché intérieur, des domaines comme l'environnement, la recherche, etc. Donc, là-dessus, tout ça, ça se passe avec non pas l'unanimité, mais des votes à la majorité qualifiée. Alors, votre majorité qualifiée, vous allez en dire, est-ce que c'est difficile à obtenir ? Pas tant que ça, finalement. Parce que les propositions, d'abord, qui ont été très travaillées, qui arrivent de la Commission, qui a le monopole de la présentation des textes budgétaires, eh bien, ils doivent être soutenus par un peu plus de la moitié, 55% des États membres. Donc, vous faites le calcul à 25, ce que ça fait. Bon, une bonne quinzaine d'États, quoi, en gros. Mais des États comme Malte ou Chypre et l'Allemagne, c'est pas tout à fait la même dimension de population. Donc, 55% des États, mais qui représentent au moins 65% de la population totale. Autrement dit, prenons l'exemple des 4 grands États que sont l'Allemagne, la France, l'Italie et l'Espagne, n'adhéraient pas à un projet, ben ça passerait jamais, puisque à eux 4, ils représentent un pourcentage qui doit être plus de la moitié de la population totale de l'Europe. Vous comprenez ? Mais c'est réaliste en même temps. On ne peut pas donner le même poids à un État comme Malte qui fait même pas 1 million d'habitants et à l'Allemagne qui en a 85. C'est facile à comprendre. Alors, vote à la majorité qualifiée, mais pas toujours. Il y a des votes qui doivent être faits avec l'unanimité. Et c'est le cas notamment en matière de politique étrangère. Alors, on a l'adhésion des nouveaux membres. Là, le financement de la politique étrangère, voilà, une question qu'on va connaître demain et après-demain. La modification des traités. Ça aussi, c'est un point sensible.
Vous vous êtes rendu compte lundi ou mardi, je ne sais plus, c'était hier ou avant-hier, du fait qu'on avait un Donald Tusk comme nouveau Premier ministre de Pologne. Hein, peut-être si vous avez suivi l'actualité. C'est un pro-européen, c'est évident. Donc sur beaucoup de choses, il va améliorer considérablement les relations entre l'Union et son pays, à la différence de la situation antérieure avec le PiS. Hein, ça c'est clair. Mais il a quand même signalé qu'il serait bon que peut-être pour la modification des traités, on n'aille pas trop vite vers les votes à la majorité qualifiée. Pourquoi ? Parce que ces pays, notamment qui sont à l'Est, ils ont peur de ne plus avoir complètement leur place si, autrement dit en clair, que la France et l'Allemagne, et avec l'Italie et l'Espagne ensuite, leur imposent peut-être des évolutions qu'eux ne souhaitent pas. Vous savez, ils ont un regard très appuyé sur ce qui se passe avec l'Est notamment. Et avant de modifier les traités, ils y regardent à deux fois parce qu'ils ont peur qu'une Europe qui est très occidentale pour l'instant, en termes de population et de richesse, ne prenne pas suffisamment en compte les réalités humaines, sociales, historiques, politiques des pays qui sont plus à l'Est. Hein ? Vous voyez à peu près, c'est bon ? Bon. Alors vous avez un autre schéma, mais qui vous reprend la même chose. Hein. Donc c'est simplement pour voir bien les rôles. Donc là, par rapport à ce qu'on vient de voir concernant les lois, ce qu'on appelle les directives dans le jargon européen, et les budgets, ça vient à l'origine de la Commission. Hein. C'est eux qui préparent. Et c'est normal. C'est eux qui ont tous les moyens, les services, les personnels pour préparer tout ça. Et le mécanisme de décision, c'est se fait avec les deux niveaux du Conseil de l'Union européenne et du Parlement qui se mettent d'accord. Alors quelquefois ça nécessite des navettes pour arriver à ce que la directive soit votée. Et puis si par hasard il y a des questions qui ne sont pas résolues au niveau du Conseil des ministres, à ce moment-là c'est le Conseil européen qui intervient, mais normalement il ne le fait pas. Le principe, vous retrouvez quelque chose qu'on avait déjà évoqué, qu'on appelle le principe de subsidiarité. C'est-à-dire, le Conseil européen dit, c'est le Conseil de l'Union européenne qui a vocation à trouver, à voter la bonne solution. C'est pas à moi de m'en mêler, puisque l'échelon directement inférieur est à même de prendre la bonne décision. Voilà. Alors vous allez dire c'est très bien, mais dans ces institutions, on n'a quand même pas encore vu le Parlement et la Commission. Alors, le Parlement, il y a des choses qui pourraient changer aux élections de 2024. Voilà la composition. Là, ici, au centre, vous avez les trois grands partis qui dominent actuellement la vie politique au Parlement européen. Ici, c'est le Parti populaire européen, c'est droite ou centre-droite. Ici, ce qu'on appelle Renew Europe, en gros, c'est la majorité actuelle en France, enfin actuelle, c'est pas une majorité absolue. Et puis ici, sociodémocrates. Donc, les décisions, globalement, si ces trois partis sont d'accord, vous voyez, ça passe sans problème. Alors, il y a beaucoup de décisions aussi qui sont... ici, les Verts, c'est bien sûr les Verts, comme c'est mis comme couleur, qui sont très participants à la vie également avec les trois autres. Pourquoi ? Parce que les Verts européens, ils sont très marqués par la forme de vie politique des Verts en Allemagne. Les Verts en Allemagne sont depuis longtemps des partis de gouvernement dans tous les Landes et sont un parti de gouvernement au niveau fédéral aujourd'hui. Donc c'est pas exactement la même sensibilité, la même manière de fonctionner que nos Verts à nous, si je puis dire, sans leur faire injure bien sûr. Alors là c'est la gauche plus radicale ici, et puis là c'est trois partis plus petits, pas d'accord entre eux, ça va depuis la droite traditionnelle en passant par la droite plus radicale, etc. Le point c'est que cet ensemble-là, il est possible, alors je rajoute mon opinion personnelle, il est à craindre qu'ils aient beaucoup plus de place après les prochaines élections. Mais chacun pense ce qu'il veut, bien sûr.
Alors, le Parlement. Le Parlement, il a des compétences législatives, c'est le rôle de tout Parlement. Et il adopte, on l'a vu quand on a regardé le Conseil de l'Union européenne, avec lui, les directives. Les directives qui doivent être toujours retranscrites en droit national. Hein? D'accord? Alors, il y a la jurisprudence de la Cour européenne est bien établie maintenant. Aucun État peut dire « Ah, mais non, chez moi, je veux faire ainsi ». Non, la directive, elle s'impose. Elle s'impose. C'est l'objet des difficultés qu'il y a eu avant le changement en Pologne, notamment sur les questions du droit judiciaire. Bon, donc, si on est membre de l'Union, eh bien, on doit transcrire en droit national ce qui figure dans le droit européen. Bon, ça, la procédure ordinaire, on en a déjà parlé. Au plan budgétaire, le Parlement se prononce pour toutes les dépenses de l'Union européenne, bien sûr. Et il n'y a pas que ça. On peut noter aussi qu'il a des pouvoirs étendus qui ont été rajoutés dans le traité de l'Union européenne, donc le dernier en date, qui récapitule, en matière de contrôle de l'exécutif. Alors ça, c'est pour le Conseil de l'Union européenne. Et il a également un pouvoir vis-à-vis de la Commission. Il peut même la censurer. Bon, ça ne s'est jamais produit. Mais en droit, il pourrait, s'il trouvait que, je ne sais pas, la Commission outrepassait ses droits ou des choses comme ça. Alors vous la reconnaissez, c'est la présidente du Parlement européen, Roberta Metsola, qui est maltaise, oui, maltaise. La Commission, et puis on va refaire le tour de nos principales institutions. La Commission, elle est composée de 27 membres qui sont en place pour un mandat de 5 ans. 27 membres, vous avez vite fait le calcul, pour permettre au sein de la Commission d'avoir quelqu'un de chaque État, il y a 27 membres, ce qui à l'évidence est trop. Seulement c'est difficile à aller dire aux Lituaniens, aux Chypriotes, écoutez, non, vous n'avez pas votre place à la Commission, ça ferait un peu désordre, quoi. C'est très difficile à faire admettre. Ceci étant, dans le fonctionnement, c'est pas toujours idéal. Alors c'est vrai que, de fait, au poste clé, c'est des commissaires plutôt des grands pays. Regardez pour la situation à l'intérieur, Thierry Breton, c'est pas par hasard que c'est un commissaire français, et il a un rôle clé. Madame Verhagen, qui est aussi vice-présidente. Donc c'est plutôt comme ça que les choses tournent et tournent pas trop mal. Alors la Commission, elle dispose de services. Alors on ne parle pas de ministère pour pas adopter une terminologie qui serait trop apparentée à un État souverain. Mais c'est la même chose, hein, c'est des services. Je crois qu'il doit y avoir 17 directions générales ou quelque chose comme ça. Et la Commission est assistée par un organisme qui, pour relier le travail des différentes directions générales, par un secrétariat général. Voilà les deux clés du fonctionnement de l'Union européenne. Vous reconnaissez derrière Roberta Metsola et puis devant Ursula von der Leyen. C'est assez intéressant. C'est à l'automne, lors du discours sur l'état de l'Union. Le discours sur l'état de l'Union, je crois que j'avais déjà eu l'occasion d'en parler une fois. C'est le discours prononcé par le président ou la présidente de la Commission devant tout le Parlement, hein, pour dire voilà ce qu'on a fait les derniers mois et voilà sur quoi on s'oriente pour l'avenir. Le premier discours sur l'état de l'Union avait été particulièrement notable, pas tellement longtemps après son élection. C'est là où elle avait fait toute une partie de son discours, qui est assez long, sur le fameux pacte vert, ce qu'on appelait le Green Deal, avec des moyens considérables pour aller vers la transition verte. C'est quelqu'un plutôt de caractère. Alors elle est quelquefois, comme les gens qui ont du caractère, ils font pas toujours l'unanimité. C'est un personnage assez étonnant. Elle a fait la London School Business of Economics, c'est une grande école londonienne en matière économique. Et puis elle a épousé un médecin.
et trouvant que il y avait, outre les enfants dont elle s'occupait, puisqu'elle en a quand même eu 7, en même temps qu'elle a eu 7 enfants, elle a fait médecine. C'est, bon, pas très courant comme parcours. Voilà. Voilà le siège de Berlaymont, donc vous reconnaissez, c'est là où quelquefois il y a des manifestations, plus tellement maintenant, mais c'est, si vous remontez à 20 ou 30 ans en arrière, ceux qui allaient visiter sans être forcément invités ce bâtiment, c'était nos agriculteurs. Des manifestations, il y en a eu quelques-unes devant. Alors la commission, vous l'avez bien compris, c'est un rôle tout à fait clé qu'elle joue et qu'elle remplit dans le fonctionnement de l'Union européenne actuelle, comme organe dans le processus décisionnel. Vous avez bien pointé, c'est ça qui est important, c'est elle qui a le monopole de la présentation de toutes les directives. C'est pas un État qui dit « Attendez, moi j'ai un projet de loi, je vous le soumets ». Non, non, ça marche pas comme ça. C'est la Commission qui le fait. Pourquoi ? Parce qu'elle est la représentante, c'est dans le traité, de l'intérêt général de l'Union. Donc c'est pas l'intérêt de tel ou tel État ou telle catégorie d'États qui prime, non, jamais. Pour la Commission, c'est le regard de l'intérêt général par rapport à ce que dit le traité de l'Union européenne. Donc elle a le monopole, voilà, de l'initiative législative. C'est pas mal aussi, c'est qu'elle n'a pas que le monopole. C'est-à-dire que, parce qu'on pourrait dire, voilà, je vous envoie à vous, Conseil de l'Union européenne, à vous, Parlement, mon projet de texte, voilà, vous l'étudiez. Non, non, ça ne marche pas comme ça. Devant les instances que sont le Parlement ou le Conseil de l'Union européenne. Vous voyez que c'est un rôle, mine de rien, qui est quand même sacrément important. Prochaine commission, comment elle sera renouvelée, qui sera le président ou la présidente. Vous avez observé quand même une certaine féminisation des institutions européennes. On n'a pas trop à s'en plaindre, mais on verra. C'est elle également, une fois que les choses sont décidées, qui les exécute. Donc, les décisions, la mise en œuvre, elle vérifie que les États les réalisent effectivement. C'est pas tout de le voter, il faut s'assurer de la mise en œuvre des décisions. Bon, responsable devant le Parlement, ça s'est jamais produit, mais encore une fois, ça serait possible. Et le texte du traité de l'Union européenne dit aussi un point qui est notable, c'est qu'elle est la gardienne des traités. Alors qu'est-ce qu'on met sous ce vocable ? Des choses qui n'ont pas été précisées absolument dans le texte, mais c'est plutôt dans l'esprit qu'il faut regarder ça. C'est-à-dire, au fond, elle est là pour, en quelque sorte, rappeler, remettre peut-être, y compris devant le Conseil européen, parce que je ne l'ai pas dit, mais au Conseil européen, la présidente de la Commission y siège, avec les 27 chefs d'État et de gouvernement. Donc elle est à un poste pour éventuellement... Messieurs, mesdames, rappelez-vous que les traités engagent dans tel ou tel sens. Un petit mot parce qu'on l'a évoqué au moment de Maastricht, mais qu'il est bon de mettre sous les yeux, c'est l'euro et la Banque Centrale Européenne. Alors l'euro, vous savez, c'est quand même pas nouveau, ça fait 24 ans que vous en avez dans la poche, 99, 1er janvier. On avait beaucoup fantasmé sur le bug de passage à l'euro, puis le bug du passage à l'an 2000. Bon, en fait, rien ne s'est passé de bien grave. Quelle est la mission principale de la BCE ? Eh bien, c'est de maintenir le pouvoir d'achat, attention, pas le vôtre, le pouvoir d'achat de l'euro. C'est-à-dire que ça reste une monnaie forte et stable. Et elle est là aussi, la Banque centrale, pour maintenir la stabilité des prix. Et quand les prix connaissent une période d'inflation, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle serre à la vis pour tous les taux d'intérêt que les banques centrales ou les banques européennes veulent lui repasser en tant qu'institution centrale de l'ensemble du système. Son siège est à Francfort, ce qui a abouti à une multiplication considérable des échanges
non pas seulement pendant la période des 30 Glorieuses, où je vous avais dit ça a été multiplié par 6, mais ça a continué par la suite. De favoriser une convergence des taux d'intérêt, alors ça sous la houlette de la Banque Centrale Européenne, puisque c'est elle qui a la main là en réalité là-dessus. D'avoir permis jusqu'à la période récente une certaine baisse de l'inflation, même pendant les années jusqu'à 2020-21, on n'avait pratiquement pas d'inflation, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Alors ceci étant, il y a des remarques qui sont un peu plus critiques concernant le bilan de la présence de l'euro. Deux principales. On a en fait, et là c'est peut-être l'influence des pays comme l'Allemagne et d'Europe du Nord, on a un euro fort. Alors ça a un avantage, c'est que lorsqu'on achète, je prends des matières premières, c'est intéressant d'avoir une monnaie qui vaut même un peu plus que le dollar actuellement. Ça a un inconvénient, c'est que pour les pays qui sont au plan industriel, par exemple, un peu moins compétitifs, un euro fort, c'est un peu difficile à vendre dans des pays tiers. À l'époque, on était avec la maîtrise de notre monnaie, les Italiens encore plus que nous, on faisait ce qu'on appelait des dévaluations compétitives. On dévalue comme ça, on est meilleur à l'exportation. Seulement ça, c'est plus possible. Plus possible. Et puis, il y a une étude, des études qui ont montré aussi que le passage à l'euro s'est traduit sur les marchés nationaux, et c'est le cas chez nous, par une croissance du prix de l'immobilier. Ce n'est pas la seule raison, parce que le prix de l'immobilier, c'est aussi une affaire d'offre et de demande, de polarisation de l'habitat sur les grandes métropoles, etc. Voilà. Alors, on ne fait pas un point d'actualité, on va faire autre chose. Vous m'aviez demandé, et on va regarder ça ensemble, si je pouvais vous proposer quelques références en termes de publication, etc. Alors, ne prenez pas ça il y en a trop, mais vous les retrouverez notamment en diapositives sur le blog qu'Annie a la gentillesse de tenir. Donc, vous aurez les diapos comme vous les voyez pour regarder ensemble. Alors, commençons par les sites. Pourquoi je commence par les sites? C'est une raison toute simple, c'est que si on veut coller à l'actualité lorsqu'on va regarder les problèmes géopolitiques, les livres, ça vieillit vite, Donc un livre, je pense à un qui est très bon sur l'histoire de la construction européenne de Gerbeck, il date de 2007. Vous allez dire, de l'eau a coulé sous les ponts depuis. Donc là, l'avantage, c'est que vous suivez en temps réel, en quelque sorte. Alors les premiers, ce sont les sites des institutions européennes, vous les voyez, Consilium Europa, Commission Europa, Europarl, c'est pour Parlement, bien sûr, Europa. Donc ce sont des sites très intéressants, bien faits, évidemment, qui sont le reflet de ce qu'est, de ce que vit, de ce qu'organise, ce que met en œuvre ces différentes institutions. Vous n'allez pas trouver sur le site commission.europa des détracteurs de la Commission qui dit qu'elle se mêle de ce qui ne la regarde pas en matière étrangère. Bon, mais vous le trouverez ailleurs, par contre. Parmi un site institutionnel français, c'est celui du gouvernement, mais pas tout gouv.fr, sur diplomatie.gouv. Là aussi, vous avez des choses souvent qui peuvent être intéressantes. J'ai mis là en bas de page, j'aurais pu le mettre plus loin, mais ça n'a pas d'importance. Dans les chaînes de télévision, vous avez parfois des choses qui sont plutôt pas mal concernant la vie de l'Europe. Personnellement, je les limite à 3, mais ça ne vous interdit pas d'aller voir ailleurs. Pour moi, les 3 qui tiennent le plus la route, c'est Arte, chaîne franco-allemande, LCP, qui fait des choses bien, même très bien parfois, en allant voir reportages, tout ça. La 5, alors c'est 3 chaînes, et bon, vous avez l'avantage de pouvoir, si vous n'êtes pas à la bonne heure, les voir tout ça en replay. Mais personnellement, moi, même si je ne suis pas un fan, je dénigre pas la télévision. Il y a souvent des choses pas mal faites du tout. On continue avec d'autres sites. Alors, il y en a deux fondations françaises
Alors l'avantage, c'est que vous trouverez ça en français, ce qui n'est pas négligeable, parce que sur les autres, il y a quand même pas mal de choses qui sont plutôt en anglais. Mais je sais bien que pour vous, ça pose aucun problème, vous pouvez les lire dans le texte. Alors c'est de la Fondation Robert Schuman. Voilà, là c'est autre chose d'un rapport de la Fondation, on le présentera tout à l'heure. robertschuman.eu. Alors vous vérifiez bien mettre si c'est des points, s'il n'y en a pas, s'il y a des tirets, parce que sinon vous les trouverez plus difficilement. Qui sont intéressants, hein. Vraiment c'est super. Vous avez 2 sites très très bien faits, très pédagogiques. C'est le site viepublique.fr, un site je trouve avec toute l'Europe, alors toute l'Europe tout attachée, qui vraiment sont très très sympas parce que sans développer trop de texte, vous ne trouverez pas 30 ou 40 pages sur l'article qui vous intéresse. Souvent, vous avez un résumé sur 2 ou 3 pages qui est un format, j'imagine, qui peut vous plaire davantage. Mais bon, peut-être que vous préférez les 40 pages. 2 sites, enfin des sites, vous irez à oui. C'est 2 institutions que j'aime beaucoup. Alors, il y a l'IRIS, l'Institut des relations internationales et stratégiques. Son directeur est quelqu'un qui on voit assez souvent à la radio, à la télévision, c'est Pascal Boniface. Je pense que vous avez dû voir sa trombine. Et l'Institut français des relations internationales, le directeur est plus discret, il s'appelle Thomas Gomard, mais c'est quelqu'un aussi avec l'IFRI qui fait des choses très bien, très très bien même. Vous avez des rapports annuels. Alors, des rapports annuels, vous avez par exemple celui qui est fait par l'Europe, qui est bien et qui apparaît sur europa.eu. Vous avez, je vous le montre là, le rapport Schuman, c'est le rapport 2023, qui est un très beau travail de la Fondation Robert Schuman. Vous avez également, mais attendez 2 mois pour l'acheter, c'est le bilan du monde fait par le journal Le Monde. Alors ça dépasse très largement l'Europe, hein, c'est comme le nom l'indique, c'est l'ensemble du monde. Mais concernant les pays d'Europe, vous trouverez des choses plutôt bien, des fiches par pays, et puis toutes les parties introductives où on vous met un peu les grandes questions géopolitiques actuelles. Bon, ça reste raisonnable, hein. L'an dernier je crois que c'était 13 ou 14 euros. Bon, vous voyez. Également, je l'ai cité à propos, on a vu sa photo au Parlement, le discours sur l'état de l'Union, vous le trouvez ça aussi sur Internet. Voilà, les dernières années. Les journaux et publications, bon, ben, vous avez les quotidiens, bon, vous avez les vôtres. Moi, ce que j'aime bien, c'est vrai qu'on trouve des articles souvent très bien faits, parce qu'ils ont des journalistes à Bruxelles qui tiennent la route. Vous avez Le Monde et Libé, vous avez Les Échos, alors plutôt au journal économique, et vous avez La Croix aussi. Dans les hebdomadaires Courrier International, alors Courrier International, c'est vraiment tous les pays, mais il y a des articles souvent fort intéressants. Et puis après, vous avez des revues plus spécialisées. Alors, il y en a plusieurs, commentaires, forums, politique internationale. Mais là, on arrive sur une presse, d'abord, qui est assez onéreuse. Et bon, à la limite, vous pouvez faire l'impasse, sauf si vraiment vous êtes totalement accro. Les livres. Alors, les livres, ben, compte tenu de ce que j'ai dit, on va... les livres... Un qui a l'avantage de ne pas être cher et d'être très facile à lire parce qu'il fait que les 120 pages habituelles, c'est le format classique de la collection Que sais-je. Hein. Alors, collection Que sais-je, vous avez celui de François de Tessier et Gilles Baudier, donc sur la construction de l'Europe. Bien fait, intéressant. Bon, voilà, et puis... Simplement, la dernière édition n'est pas toute récente. J'espère qu'il va... Alors, vous savez, chez Que sais-je, ils rééditent et en actualisant... si ça serait bien qu'ils en sortent une nouvelle. Alors de Pierre Gerbet, là c'est aux éditions de l'Imprimerie Nationale, ce que je ne savais pas, mais l'Imprimerie Nationale a sa propre maison d'édition, un livre de Pierre Gerbet qui s'appelle La construction de l'Europe, qui est bien, mais la dernière édition que j'ai pu avoir entre les mains, elle date de 2007, donc c'est pas top, hein, c'est pas top compte tenu. Sinon c'est un très bon auteur, un très très bon auteur. Alors le meilleur, à mon avis, dans les bouquins, c'est celui-ci, quelqu'un que j'ai déjà cité 2 ou 3 fois, de Sylvain Kahn,
qui s'appelle « Histoire de la construction européenne depuis 1945 ». Très très bon bouquin, très clair. Bon, donc que des compliments à faire. Un petit point, malheureusement, il a fini, c'est quelqu'un qui est prof à Sciences Po à Paris, il a fini cette dernière édition en juillet 2021. Donc les événements de février 2022, qui sont pourtant essentiels dans la vie de l'Europe, n'y figurent pas. Bon, mais ça demeure un très bon bouquin. Voilà, vous avez de quoi lire pour l'été, c'est bon? Non, pour les vacances de Noël, pardon. Alors, eh bien, on arrive au terme de cette première année. Donc, il n'y a pas un fait d'actualité en tant que tel, mais quelques petites choses que j'ai envie de vous dire. La première, je ne sais pas si vous l'avez perçue, mais comme vous restez quand même nombreux, me semble-t-il, dans l'amphi, c'est que vous avez perçu que le temps long, c'est quand même utile pour mieux cerner l'Europe d'aujourd'hui. Depuis les pères de l'Europe, toutes les discussions, Europe des États et des gouvernements, Europe plus fédérale. Bon, ben voilà, tout ça, c'est ce qu'on a essayé de voir et qui demeure des questions d'aujourd'hui. Donc il y a un vrai continuum dans la vie de notre Union européenne. Bon, avec cette particularité, cette forme d'organisation originale, on ne connaît pas l'équivalent de l'Union européenne dans la planète. Ça n'existe pas. Et c'est un chemin qui est assez long depuis la première CECA, traité de 51, précédé par le discours de Robert Schuman en 50, vous voyez, presque 3/4 de siècle. Et ça tourne toujours. Et pas si mal que ça. Bon. Alors, c'est pas mal parce qu'on a pu voir que dans sa diversité, cette Europe avec beaucoup d'États différents, elle est riche économiquement, ça c'est évident, mais pas oublié, même si c'est un sujet que je n'ai pas vraiment abordé, peut-être qu'il faudra y songer, elle est riche culturellement. Et aujourd'hui, dans les relations géopolitiques, la culture est un élément fort. Oui. Et en même temps, une fois qu'on a dit tout ça, notre Union européenne, elle a ses vulnérabilités, c'est clair. À la fois parce que le contexte géopolitique actuel est compliqué, et il y a bien des questions qui nous occuperont l'an prochain. Quelques images pour terminer. Pour que vous ne l'oubliez pas, tension géopolitique, là on est dans les années 50-60, c'est quoi? C'est le rideau de fer. Ça. Et puis voilà où on est, avec une grande Europe qui s'est décalée vers l'Est, et dont beaucoup de pays qui étaient au-delà du rideau de fer en font partie, même tous, à une ou deux exceptions près. Alors il y a des grandes questions géopolitiques qui se posent aujourd'hui. Il y a ces conflits proches en Europe, et pour nous, celui qui nous concerne le plus directement, c'est en Ukraine. Mais pour l'Union européenne, il y a des tensions plus lointaines. Alors un peu plus lointaines, l'Europe n'est vraiment pas suffisamment présente aujourd'hui dans le conflit entre Israël et la Palestine, mais en allant encore beaucoup plus loin, eh bien, des tensions lointaines pour tout ce qui concerne l'Asie-Pacifique. Et puis des questions plus nouvelles, avec des acteurs qui apparaissent, ce qu'on appelle aujourd'hui le Sud global. On l'avait un tout petit peu évoqué dans une proposition faite par Question d'actualité il y a quelque temps. Voilà, donc à proximité, c'est le conflit ukrainien, voilà. Et quel devenir pour l'Ukraine? C'est une question qui nous concerne très très directement en tant qu'Européens. C'est plus éloigné, pas uniquement par rapport à un risque concernant Taïwan. Quand vous vous souvenez, on en avait longuement parlé quand je faisais le cours sur la géopolitique de l'Asie-Pacifique, mais c'est aussi par rapport à cette autre forme de pouvoir dictatorial qui peut se traduire par des affrontements croissants. Alors la 7e flotte en face de la Chine, bien sûr, ça peut peut-être donner un sentiment de sécurité, mais en même temps, on est dans des jeux assez dangereux. Et l'Europe, elle est concernée aussi terriblement. Pourquoi? Parce que vous voyez que c'est la voie de communication essentielle en termes de flux de marchandises d'abord.
Voilà, avec tout ce qui concerne les Paracels, les îles Spratly, tout ce que les Chinois maintenant considèrent comme une mer intérieure et qui pose évidemment problème. Avec le Sud global, on aura peut-être à travailler aussi là-dessus, l'Europe et le Sud global. Alors là, j'ai pris un des leaders emblématiques. Vous reconnaissez le Premier ministre Modi, qui est le Premier ministre indien. Bon, on en avait parlé quand on avait étudié les BRICS. Je n'ai pas besoin de vous le rappeler, si. Ouais, Brésil, Russie, Inde, Chine et South Africa, Afrique du Sud. On aura des questions à se poser, parce que là aussi, on touche à des fortes questions géopolitiques, celle de l'énergie, mais de l'énergie avec, peut-être, on va en savoir plus quand ils auront publié ce soir ou demain matin leur communiqué de la COP28. Ça n'a pas l'air d'être simple d'arriver à une mouture commune. Bon, vers une transition énergétique qui est complexe. Voilà, là je mets, vous voyez au passage, que notre Union européenne ici, sa contribution dans le CO2 n'est pas énorme, par rapport au reste du monde, aux États-Unis, la Chine ou l'Inde. Mais il n'empêche qu'on vit sur la même planète. Donc, en termes géopolitiques, il faudra arriver à se mettre d'accord sur des solutions qui permettent le devenir des générations qui nous suivront. Bon, alors avec des hypothèses, là on voit de la décarbonation, charbon, pétrole, gaz. Si on veut limiter à 1,5 degré, c'est pas là-haut qu'il faudrait être, c'est ici. Pour le pétrole, c'est pas là-haut, c'est ici. Bon, donc c'est pas gagné, pas gagné. Et puis, alors vous allez dire, ça ressemble à une drôle d'expression, une union unie. Bon, là, j'ai fait exprès bien sûr. Une union unie, c'est la question de l'euroscepticisme croissant, c'est-à-dire d'une Europe où les vulnérabilités, elles peuvent venir aussi de l'intérieur. Elles peuvent venir de l'intérieur. Alors, il y a eu un départ, mais heureusement, il y a eu des affirmations pro-européennes toutes récentes avec Donald Tusk. Alors, plus anciennes, voilà, un départ, ce que l'Europe a géré le mieux possible, on va dire, mais en même temps, qui est une mauvaise nouvelle. Le départ des Britanniques de l'Europe, c'est incontestablement, c'est une mauvaise nouvelle. Alors bon, on essaiera de comprendre mieux pourquoi, mais il y a leur place est incontestablement au sein de l'Union, à mon sens, pour plein de raisons. Et puis, là, vous voyez la victoire de Donald Tusk, le parti pro-européen, et le commentaire que ça peut occasionner. Alors, voilà, il y aura d'autres sujets, on les abordera ensemble en 2024. Et puis moi, ce que j'aimerais bien, c'est, vous avez mes coordonnées, des sujets, ils peuvent être proposés par vous-même. C'est pas interdit. Là, j'en ai pris 2 ou 3 exemples, mais rien n'interdit de dire, moi j'aimerais bien qu'on aborde ça, puis on verra si c'est possible. Ce serait plus sympa. Voilà. En tous les cas, j'ai eu grand plaisir à travailler avec vous cette année. Bonne fête de Noël. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez nous rejoindre à l'Université du Temps Libre de Tarbes et de Bigorre à l'adresse utl-tb.info. Et n'oubliez pas, si ce n'est déjà fait, de vous abonner.